Police say Escobar was killed near a shopping mall in Medellin, Colombia. He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside. Et si le baron de la drogue le plus puissant de l'histoire n'avait qu'un seul appel téléphonique qui scellerait son destin? Au matin du 2 décembre 1993, l'homme le plus recherché du monde, Pablo Escobar, est assis dans un bunker en béton, une forteresse bâtie pour sa propre sécurité. Et pendant exactement 5 minutes et 47 secondes, il parle à son fils. Cette conversation unique, 5 minutes d'amour paternel, a un prix qu'il n'aurait jamais imaginé. La mort d'un empire qui générait autrefois 400 millions de dollars par semaine. Une dynastie forgée dans le sang et la fortune. Derrière la porte close, un réseau de machines écoute, calcule, triangule. Les équipes de surveillance les plus avancées du monde traquent chaque mot, chaque intonation. Le dernier acte de confiance d'Escobar est aussi son dernier acte de trahison. Dans les 24 heures suivantes, l'homme qui pourrait dépenser plus qu'une nation verra son empire s'effondrer. Et le sang de 4000 âmes sera compté en une seule journée. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière ces 5 minutes et 47 secondes, les dernières heures d'un roi qui a régné sur les rues de Medellín et comment une conversation a mis fin au règne de Pablo Escobar. 2 décembre 1993. Le soleil coiffe les toits de Los Olivos, un quartier résidentiel calme de classe moyenne à Medellín. Pour le monde, c'est une aube ordinaire. Pour Pablo Escobar, c'est la première lumière du dernier jour de sa vie. À l'intérieur d'une modeste maison de 2 étages qui semblait autrefois un refuge improbable, un homme dont le nom était devenu synonyme de pouvoir et de sang se dirige vers la fenêtre et contemple des rues qui sont depuis devenues un champ de bataille. Il a 44 ans, ses yeux toujours brillants d'une sorte d'éclat obstiné qui faisait trembler et admirer les hommes à travers la Colombie à parts égales. Dans les semaines précédentes, son empire s'était réduit en poussière. Son vaste domaine de la Cédrale, une forteresse privée abritant un jacuzzi, un terrain de football, une discothèque et les ossements d'un bataillon de police entier avaient été vidés de ses trésors. Il avait été contraint d'abandonner le palais somptueux qui résonnait autrefois de ses rires et s'était réfugié dans les endroits les plus improbables, un grenier exigu, un débarras, un sous-sol. L'homme qui possédait autrefois 7 avions et comptait l'argent avec des balances industrielles portait désormais sa vie dans un sac de sport et dormait sous le plancher d'une maison louée. Le monde l'observait depuis l'ombre de sa propre mort. À travers la ville, un réseau de machines écoutait. Chaque appel, chaque conversation chuchotée était capturée par des équipements qui n'avaient jamais existé officiellement. Pour la première fois, le gouvernement avait le pouvoir de trianguler sa position avec un simple appel téléphonique. Une arme secrète qui pourrait faire tomber un homme qui avait échappé à la capture pendant des mois. Dans un moment qui deviendrait le pivot de son récit final, Escobar décroche son téléphone. L'appel durera 5 minutes et 47 secondes, un intervalle précis qui scellera finalement son destin. Il a choisi ce moment parce que la ville, pour la première fois depuis des mois, est calme. Il peut entendre le son étouffé d'une voiture de police lointaine traversant les rues de Los Olivos. Il sait que le monde écoute. Il sait que chaque mot sera transmis, stocké, analysé. Il est prêt à payer le prix ultime pour un dernier acte d'humanité. « Allô, mijo » murmure-t-il dans le combiné, sa voix basse et rauque, comme si elle ne pouvait supporter le poids de ses pensées. L'appel n'est pas une simple conversation, c'est une dernière confession, un adieu à l'homme qu'il est devenu. Il sait que son fils ne lui pardonnera jamais le sang qu'il a versé, mais il sait aussi qu'il ne peut rien faire d'autre que parler. Il pense au visage de ses enfants, aux yeux qui l'ont vu grandir, d'un garçon qui courait dans les rues de Santa Marta au roi infâme de la cocaïne. Le souvenir du jour où il les a tenus pour la première fois, un petit Juan Pablo et une minuscule Manuela, pèse lourdement sur sa poitrine. Il presse le téléphone contre son oreille, ses doigts tremblants. « J'ai vécu une vie de contradictions, dit-il. Pouvoir et pauvreté, amour et violence. Mon fils, je suis désolé. Je suis désolé pour la peur qui a pris racine dans ton cœur. Je suis désolé pour la souffrance que mon nom a apportée à ta mère et à moi. » Sa voix se brise, mêlant regret et soulagement. Il ne peut nier la vérité que ses actions ont infligé des blessures bien plus profondes que n'importe quelle balle. C'est un homme qui a payé pour ses péchés avec la vie de milliers de personnes.
La conversation qui se déroule, les mots qu'il prononce, ne sont pas seulement un échange d'amour. Ils sont un testament final, une reconnaissance de l'empire qu'il a bâti sur le sang de 4000 âmes, et la promesse qu'il ne reviendra jamais sur ce chemin. La conversation dérive vers le présent. Il parle de la présence constante de ses ennemis, du sentiment d'être pourchassé par des mains invisibles. Il confie que chaque planque ressemble davantage à une prison maintenant. Il parle des larmes de sa femme, de ses enfants cachés dans des hôtels qui changent d'emplacement tous les quelques jours, de la police resserrant son étau autour de leur famille. Sa vie est maintenant un équilibre entre l'autopréservation et la protection de ceux qu'il aime. « Écoute, dit-il, sa voix s'adoucissant, je n'ai pas la force de te maintenir dans cette obscurité. Il est temps de donner au monde une chance d'aller de l'avant. Je ferai ce que je dois, même si cela signifie ma propre mort. Je te donnerai la paix. » La ligne grésille. Les dernières minutes ressemblent au ralenti d'un homme vivant un rêve dont il ne se réveillera jamais. Sa respiration ralentit. Son rythme cardiaque est un battement régulier qui résonne dans le petit salon. Il pense aux personnes tuées, aux familles de policiers devenus cibles de voitures piégées, aux rues transformées en champs de bataille. Il pense aux hommes qui furent autrefois ses alliés et sont maintenant ses ennemis. Les hommes qui ont dû se frayer un chemin à coups de feu à travers son propre domaine et le laisser à l'état de simple enveloppe. Les derniers mots qu'il prononce ne sont pas une supplique de miséricorde. Ils sont une déclaration qu'il se rend à la seule chose qui pourrait lui apporter la paix, sa propre mort. « Au revoir », dit-il doucement, « je suis prêt. » Le téléphone est raccroché, la ligne devient silencieuse. Au loin, le grondement d'un tonnerre lointain résonne à travers Medellín, une tempête qui semble correspondre à la turbulence au cœur d'un homme qui a passé sa vie à transformer le feu en royaume. Le monde observe, les machines enregistrant chaque mot, la police resserrant son étau. La prochaine heure décidera du destin d'un homme qui a tenu le pays entre ses mains si longtemps. Son dernier appel, témoignage d'une vie pleine de choix, deviendra le chapitre final de l'histoire qui a commencé le 2 décembre 1993. Le jour où un homme autrefois considéré comme un roi a fait le sacrifice ultime pour un seul acte d'amour, une seule conversation qui ferait tomber un empire bâti sur le sang de milliers de personnes. La ville qui résonnait autrefois de ses rires et de sa terreur résonnerait bientôt du son du silence, et le monde pousserait enfin un soupir retenu depuis trop longtemps. Sa voix trembla alors qu'il appuyait sur le bouton, le bruit sourd familier d'un téléphone résonnant dans la pièce exiguë où il avait passé les 2 derniers jours. La ligne, ce fil ténu qu'il avait tenu éloigné du monde, semblait maintenant porter quelque chose de plus précieux que les moqueries habituelles de ses ennemis. Il n'avait parlé à personne depuis plus d'1 an. Dans ce silence, une graine d'espoir avait commencé à germer. L'idée que, si sa famille pouvait s'échapper, il pourrait peut-être enfin leur céder sa couronne et trouver une parcelle de paix. Le matin s'était levé gris et froid, un contraste frappant avec le feu qu'il avait autrefois commandé. Il fixait le journal étalé devant lui, le titre affichant un nom qu'il pouvait à peine imaginer. La famille Escobar pourrait obtenir l'asile en Allemagne. Une lueur d'espoir vacillait dans les profondeurs de son âme fatiguée. Il avait vécu selon une seule règle: ne jamais laisser son téléphone parler plus de 3 minutes, ne jamais appeler du même endroit 2 fois, ne jamais enfreindre le protocole. Ces règles l'avaient empêché d'être arrêté par la loi. Pourtant, alors que les mots du journal glissaient dans son esprit, une compulsion grandit qui ne pouvait être réduite au silence. À 10h23, ses doigts tremblèrent alors qu'il composait un numéro qu'il avait mémorisé mais rarement utilisé. L'appel se connecta, non pas à un complexe fortifié ou à un bureau obscur, mais à une chambre d'hôtel à Bogota où son fils Juan Pablo et sa femme se cachaient, les yeux écarquillés par la peur, mais réconfortés par la chaleur de la voix d'un père. À ce moment-là, Pablo, l'homme qui avait autrefois commandé des milliards de biens, glissa dans le rôle d'un père fatigué. Il parla à son fils de plans d'évasion, chuchota des choses sur le Mexique, promit de nouveaux départs. Il dit « Je t'aime, mon fils. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble. »
La conversation dépassa ces 3 minutes habituelles. Tandis que les secondes s'étiraient en un dialogue de 5 minutes 47 secondes, des rires jaillirent de sa fille, Manuela, à la télévision. Un son qui avait été absent de sa vie pendant trop longtemps. Le père en lui se sentait vivant, le roi en lui presque oublié. Il raccrocha avec une soudaine poussée d'espoir que, pour la première fois depuis des mois, son cœur battait au rythme de quelque chose d'autre que la survie. À son insu, de l'autre côté de la ville, les opérateurs de recherche avaient déjà commencé à trianguler sa position. Dans un bunker en béton, des machines fonctionnaient comme des sentinelles, écoutant la moindre fissure dans son voile numérique. Le jour même où il parla à son fils, une tempête silencieuse se préparait au-dessus de Medellín. L'opération avait été méticuleusement planifiée. Les unités du bloc de recherche s'étaient entraînées pour ce moment précis pendant 1 an, chacune ayant perdu des amis à cause de ces bombes impitoyables. Lorsque l'ordre fut donné d'encercler la zone, les unités se déplaçaient comme des fantômes dans les rues étroites, leurs bottes douces contre les pavés, leurs yeux scrutant le moindre signe de mouvement. Des snipers se postèrent sur les toits, fusils prêts, tandis que les équipes d'assaut s'infiltraient des 2 extrémités du pâté de maison, formant un filet qui se resserrait à chaque seconde qui passait. La police avait déjà marqué le bloc sur ses cartes. 2 rues possibles, 3 maisons possibles. Les forces de l'ordre de la ville avaient réduit sa localisation à moins de 100 mètres, une portée qui rendait la capture réalisable mais l'évasion impossible. Chaque coin de rue était surveillé, chaque fenêtre couverte. L'opération fut rapide, précise et inévitable. Pendant des mois, sa famille avait vécu sous l'ombre d'un homme qui avait autrefois tenu le pays entre ses mains. Maintenant, ce même homme était sur le point d'être ramené dans le monde ordinaire de la circulation, du café et du bourdonnement d'un ballon de football lointain. Alors que le soleil montait, un silence tendu tomba sur le quartier. Les mères étendaient le linge, les enfants chassaient un ballon de football usé dans les rues poussiéreuses, inconscients de la confrontation imminente qui éclaterait bientôt. Au milieu de cette vie ordinaire, la fusillade la plus célèbre de l'histoire colombienne se déroulerait. Un apogée qui avait été répété par des hommes dont les noms étaient gravés dans les annales de l'histoire de la nation. À 13h47, les premières unités du bloc de recherche arrivèrent. Leur présence était discrète, presque imperceptible. Ils se positionnèrent, vérifiant leur équipement, s'assurant que leurs fusils étaient chargés. Le cœur de la ville battait régulièrement, le pouls d'une ville qui n'avait jamais connu une telle intensité. À 14h04, l'ordre final avait été donné. Le filet se refermait autour du bloc. Pendant un instant, le monde retint son souffle. L'air s'épaissit de tension alors que la police approchait de la maison où Pablo s'était réfugié. Les portes grinçaient sous le poids de l'attente. À l'intérieur, il était assis, la tête baissée, une ombre de l'homme qui avait autrefois commandé des hommes d'un simple regard. Il avait enfreint sa propre règle, la même règle qu'il avait maintenue en vie si longtemps. Maintenant, dans le silence avant la tempête, son cœur battait contre ses côtes comme un tambour. Il pensait aux yeux larmoyants de sa femme, aux rires de ses enfants, aux rues qui s'étaient transformées en champs de bataille. Il pensait aux innombrables vies qu'il avait fauchées, aux familles brisées par son ambition. Le poids de tout cela pesait sur lui, un fardeau qu'il ne pouvait plus supporter. Un cri soudain transperça l'air. Un policier, visière baissée, leva une arme. Le premier coup de feu retentit. La maison trembla, les murs résonnant du bruit des balles ricochant contre le métal et le plâtre. L'air avait le goût de la poudre et de la peur. Pendant un battement de cœur, le monde sembla basculer. Puis il se stabilisa, les sons des coups de feu remplissant les ruelles. La fusillade éclata, un crescendo de violence qui sembla engloutir le quartier tranquille tout entier. À l'intérieur de la maison, la respiration de Pablo était superficielle, son corps tremblait. Il fixait le plafond, une lueur de regret dans ses yeux. Il savait que ce jour viendrait, pourtant il ne pouvait s'empêcher de ressentir la gravité de son destin imminent. L'écho de son dernier appel persistait. Sa promesse à son fils, la promesse d'un avenir qui semblait maintenant aussi lointain que l'asile allemand dont il avait entendu parler. Dehors, la police avançait, fusil prêt. Le pouls de la ville s'accéléra tandis que les derniers moments de l'opération se déroulaient. Pendant un bref, fugace instant, on aurait dit que le monde pouvait retenir son souffle jusqu'au dernier mot qu'il prononcerait.
La fusillade s'intensifia, les coups de feu en staccato sur fond d'une ville qui avait connu tant d'effusions de sang. Il pouvait sentir la chaleur des tirs contre sa poitrine, le tremblement des planches sous son poids, le picotement de l'adrénaline se précipitant dans ses veines. Les minutes qui suivirent furent frénétiques, chaque seconde une épreuve de volonté et de détermination. À l'intérieur, les murs de la maison grinçaient, les échos des balles un rappel implacable de la fin qui approchait. La police avançait, leur présence écrasante. Le dernier appel, la promesse de paix, semblait maintenant n'être qu'un souvenir dans un monde qui se tournait irrévocablement vers l'obscurité. Au cœur de Médellín, où les rues avaient autrefois résonné de ses rires et de sa terreur, un silence ne tarderait pas à tomber. La ville, lasse de son règne, pousserait enfin un soupir qui avait été retenu trop longtemps. Les dernières 24 heures de Pablo Escobar ne furent pas simplement une série de confrontations violentes, mais un acte final de reddition, une confession murmurée dans le calme avant l'inévitable. L'histoire qui avait commencé avec le rugissement des coups de feu et le son de la voix d'un père se clôturerait en un seul moment dévastateur, laissant derrière elle une ville qui pouvait désormais aller de l'avant, libérée du poids de l'empire d'un seul homme. Le soleil s'était glissé derrière les toits déchiquetés de Los Olivos, peignant le ciel d'un ambre contusionné alors que la ville retenait son souffle. Le regard de Pablo, autrefois calme et calculateur, parcourait maintenant les fenêtres, cherchant une seule ouverture, un mince filet d'air qui pourrait encore le sortir de ce dernier champ de bataille. Le son qui transperça le silence, un craquement lointain et rythmique d'un coup de semonce, lui envoya un frisson dans le dos, et le monde se réduisit à l'unique et implacable éclat d'une balle. Sa main, endurcie par des années d'acier et de sang, trouva le Sig Sauer de 9 mm qui avait été son compagnon dans chaque conquête. Le poids du pistolet était un réconfort familier, un rappel que, même dans la mort, il pouvait encore frapper. La fusillade éclata avec une férocité presque cinématographique. Pendant plus de 6 minutes, les rues de Medellín devinrent une galerie de verre brisé et de métal projeté. Plus de 200 balles percutèrent les murs, chaque impact une percussion contre le cœur de la ville. L'unité tactique de Los Olivos, une unité forgée dans le creuset de l'armée colombienne, délivra une grêle de tirs disciplinés, fusils AR-15, galles, mitrailleuses qui chantaient à un rythme constant de 600 cartouches par minute. Les balles déchiraient les murs minces de la maison, les transformant en papier qui virevoltait contre le béton en dessous. Les fenêtres explosèrent en éclats déchiquetés, envoyant des flashs lumineux à travers l'allée, tandis que les voitures, autrefois symboles de statues, gisaient brisées, leurs squelettes d'acier tordus dans les tirs croisés. Le rugissement était assourdissant, un rugissement incessant que l'on pouvait sentir jusqu'à la moelle des os. Pablo comprit que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Les chances n'étaient pas seulement en faveur du bloc de recherche, mais en faveur d'une force bien positionnée et lourdement armée. Il avait affronté d'innombrables ennemis auparavant, mais l'ampleur de cela était sans précédent. Il ne pouvait pas simplement se retirer dans le labyrinthe des toits. Il n'y avait pas de chemin sûr. La seule voie restante était de confronter la vérité finale de sa propre histoire, le choix entre le cycle sans fin de violence et un acte de défi final qui clôturerait son chapitre pour toujours. Il saisit la main de Lemon, sentant le tremblement dans les doigts de l'autre homme, et ensemble, ils s'élancèrent vers le toit, un endroit qu'ils connaissaient, un endroit qui avait été leur route d'évasion pendant des années. Chaque pas était une prière, chaque foulée un plaidoyer pour la liberté. Pourtant, les balles les suivaient comme des fantômes, spiralant sur les tuiles d'argile. Lemon fut touché le premier, une seule balle dans la poitrine, et il s'effondra, le monde s'effondrant dans un jet de sang. Pablo ne regarda pas en arrière. La douleur dans son propre corps, sa jambe, son dos, pulsait à chaque battement de cœur. Mais son esprit était d'une netteté implacable, concentré sur la seule voie restante. Il pressa le pas, le souffle haché, tandis qu'il sentait le monde basculer vers un nouvel horizon. Sur ce toit, le béton et le vent devinrent ses seuls compagnons. La ville s'étendait en dessous de lui, une tapisserie chaotique de feu et de mouvement, tandis que le ciel au-dessus était un témoin silencieux. Il avait 51 ans, un homme autrefois connu pour son poids, sa force, son pouvoir,
Maintenant, une figure réduite à un homme avec un fusil, un homme avec une décision. Le rugissement des coups de feu s'était estompé en un écho lointain, remplacé par le vent âpre qui pressait contre son visage, un vent qui ressemblait à un soupir de la ville elle-même. Il fixait les toits, les mêmes toits qu'il avait portés à travers Médellín lors de 1000 évasions différentes. Il voyait la mince ligne entre son passé et la fin de son histoire. Une pensée soudaine transperça son esprit. Son fils, la seule voix qu'il n'avait pas entendue ces derniers jours. Il plongea dans le souvenir d'un appel qui avait duré 5 minutes 47 secondes. L'appel téléphonique qui était devenu son dernier acte d'amour. La voix de son fils, douce et familière, remplit sa tête. Il pensa au rire de son fils, à la façon dont ses yeux avaient brillé d'innocence quand il parlait. Il pensa à la petite cuisine, au bourdonnement du réfrigérateur, au calme de la nuit. Il se souvint de la promesse qu'il avait faite, la promesse qu'il l'appellerait si quelque chose arrivait. Cette promesse devint son encre. Dans un monde où son pouvoir avait été mesuré en argent, en hommes et en peur, la plus petite, la plus fragile des connexions humaines devint l'arme la plus puissante qu'il pouvait brandir. Le pistolet qu'il portait, son Sig Sauer de 9 mm, reposait dans sa paume, froid et inflexible. Le récit officiel prétendrait plus tard qu'un officier du bloc de recherche avait tiré le coup fatal, une balle qui clôturerait l'histoire du roi de la cocaïne. Mais la version officieuse, celle que les habitants de Médellín chuchotaient à voix basse, était que Pablo, avec un dernier souffle de courage, retourna l'arme contre lui-même, non pas pour s'échapper, mais pour mettre fin à une vie devenue une tempête incontrôlable. À 15h15, le 2 décembre 1993, le toit de Los Olivos devint le théâtre de la mort d'un homme qui avait remodelé une nation. Dans l'immédiat après, les rues de Médellín éclatèrent en une cacophonie d'émotions. Certaines personnes se précipitèrent dehors, leurs visages illuminés de larmes de triomphe, d'autres pleuraient en silence. La ville avait été étouffée par la violence des dernières années, et la mort du roi du cartel sembla libérer un souffle retenu depuis des décennies. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des gens du monde entier fixaient les titres, fascinés par la fin de l'homme qui avait bâti un empire sur la drogue et le sang. À Médellín, le silence qui suivit fut lourd, un silence qui ressemblait à une promesse que la ville pouvait respirer de nouveau. Pourtant, l'histoire ne se termina pas par un silence tranquille. Le vide laissé par Pablo fut une invitation à d'autres forces. La guerre de la drogue ne s'arrêta pas, de nouveaux cartels s'élancèrent, avides de revendiquer le territoire qui avait autrefois été sous sa domination. Le flux de cocaïne continuait, les veines de la pègre pulsant dans les rues. La violence continua, la guerre ne se termina pas avec sa mort. Son héritage ne fait pas seulement l'empire qu'il construisit, mais la guerre qui lui survécut, une guerre qui semblait maintenant moins un échec d'un homme et plus un échec collectif du système. Dans les dernières heures avant sa mort, l'homme qui avait autrefois commandé d'un simple regard était devenu un humain, un père, un monstre et un héros tout à la fois. Le récit des dernières 24 heures est un miroir de sa propre vie, une histoire de pouvoir, de peur, d'amour, de perte. Le dernier appel téléphonique qui l'a tué fut un témoignage du choix entre la survie et l'amour, entre le cycle sans fin de violence et le bref, fragile moment de connexion humaine. En fin de compte, c'est peut-être là son héritage le plus durable, non pas l'empire qu'il a bâti, mais l'histoire qu'il a choisi de terminer, une histoire qui continue de hanter la ville qu'il a autrefois dirigée. Dans le silence qui suivit le coup de feu, le battement de cœur de la ville sembla s'interrompre. Les vendeurs de rue, affairés depuis des heures, abaissèrent leurs auvents comme par déférence. Des enfants, qui s'étaient faufilés dans les rues avec du chocolat volé, s'arrêtèrent en plein élan, leurs petites mains tremblantes. La pluie, qui avait commencé à tomber la nuit précédente, se transforma en une brume régulière, lavant les visages des citoyens comme pour les purifier d'une tache vieille de plusieurs décennies. Pendant un moment fugace, Médellín retint son souffle, comme si elle attendait que l'univers décide de laisser enfin l'histoire de cet homme se terminer. Même lorsque les fourgons de police roulèrent vers le toit de Los Olivos, le pouls de la ville resta fragile. Le son des sirènes lointaines se mêlait à l'air, chacune faisant écho au souvenir d'une époque où la vie elle-même était une négociation entre la peur
et le pouvoir. Mais cette fois, le hurlement de la sirène portait une tonalité différente, une tonalité plaintive, presque pleine d'espoir, comme si la ville elle-même pleurait la perte d'un tyran tout en goûtant simultanément une faible promesse de renouveau. Il avait passé sa vie à marcher sur le fil du rasoir entre domination et désolation. Ces mêmes limites semblaient maintenant moins une ligne qu'un seuil. Le dernier appel téléphonique qu'il fit fut une supplication désespérée à lui-même, un argument final entre l'homme qui avait connu le goût de l'invincibilité et l'homme qui s'était lassé de vivre avec le poids des espoirs et de la haine d'une nation sur ses épaules. La voix qui répondit était la sienne, faible et creuse, réverbérant à travers l'acier froid de sa main. Il ne dit rien au-delà d'un seul mot. C'est fini. Ses doigts tremblèrent alors qu'il tendait la main vers la gâchette. Dans ce souffle, le poids de tous ses choix s'effondra en une vérité unique et indéniable, que même le roi des ombres ne pouvait plus défier l'inévitabilité de sa propre disparition.